Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, mes petits vautours. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être un peu moins sur le ton de l'humour et un peu moins sur le ton joyeux que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Enfin, quoique, il y a énormément de positifs dans tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ma vie. Je vais vous parler de ma vie, de choses peut-être pas super que j'ai vécues. Mais je pense que c'est important qu'entre nous, il n'y ait pas de barrière, que vous sachiez exactement d'où je viens, ce que j'ai vécu dans ma vie, pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai 3 enfants. Il y a énormément de questions qui reviennent sur ma vie de famille, sur mes enfants, sur mon ex-mari, sur mes anciennes relations. Je me suis dit qu'il était temps de me livrer à vous et de vous raconter mon histoire. J'espère que vous êtes bien installés, accrochez-vous bien. C'est parti, on décolle. Avant toute chose, et avant de rentrer dans le vif du sujet de mes enfants, de mes grossesses, etc., je pense qu'il est important de retourner en arrière, de savoir un peu d'où je viens, de connaître mon parcours enfant, parce que c'est ça, je pense, qui a joué sur mes choix, les choix que j'ai faits dans ma vie de jeune adulte. J'ai grandi dans une famille divorcée. Je ne me rappelle pas du divorce de mes parents, ils ont divorcé quand j'avais plus ou moins 2 ans et demi. Et ce n'est qu'à l'âge de 10 ans que j'ai eu mon premier frère du côté de mon papa, donc mon demi-frère. Mon papa s'est remis avec quelqu'un d'autre. Pour vous resituer un petit peu, vous avez d'un côté la famille de mon papa, de l'autre côté la famille de ma maman. Donc Jenna et Glenn sont ici, Timur et Lancelot sont là. Mais je comprends pas, donc Gaëlle n'est pas ta sœur? Est-ce que je la vois venir, hein, la question? Non, Gaëlle n'est pas ma sœur. Gaëlle est ma sœur de cœur, c'est ma meilleure amie depuis plus de 10 ans, et on se considère comme des sœurs. Mais Gaëlle n'est pas ma sœur biologique. Voilà, comme ça je réponds enfin une fois officiellement à cette question. Donc, je grandis forcément trimballée d'une famille à l'autre, c'est quelque chose que je vis très très mal. Je vis très mal le fait de ne pas avoir réellement de chez moi, en fait. Parce que j'arrive finalement chaque week-end sur 2 ou chaque semaine de vacances, j'arrive dans une autre famille qui a son train-train quotidien, qui a son quotidien, ses habitudes. Et moi, je suis un peu toujours comme un cheveu dans la soupe. Je suis fille unique de mes 2 parents, donc j'ai pas de sœur ou de frère biologique qui va avec moi chez l'un et chez l'autre chaque semaine. J'arrive à chaque fois toute seule. Et donc c'est compliqué parce que ta chambre, c'est jamais vraiment ta chambre. Ouais, t'as ta déco, mais t'as toujours une valise à moitié ouverte avec tes fringues parce que tu restes un week-end ou tu restes une petite semaine, donc tu vas pas prendre le temps de tout ranger dans tes armoires. Donc t'es jamais vraiment installé chez toi, dans ta maison, tu vas d'un endroit à un autre. Et je sais que ça m'a énormément posé de problèmes à l'adolescence. Et je sais que quand j'étais petite, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'avais pas spécialement un métier en tête, mais la chose que je désirais le plus profondément, c'était d'avoir ma propre famille, avec ma maison, mon mari, mes enfants et mon chien. Ça, c'était le rêve de ma vie, et je pense que c'est tout simplement parce que je n'avais pas ça quand j'étais enfant. J'ai manqué de ça. Alors j'étais dans 2 familles qui débordaient d'amour, je n'ai vécu aucune maltraitance, j'ai toujours eu une famille qui a tout fait pour moi, qui a toujours essayé de m'aider et qui a été extrêmement présente, surtout du côté de chez ma maman. Donc bien sûr que je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort et que je sais très bien qu'il y a des enfants, des adolescents qui ont des situations familiales qui sont absolument désastreuses. Donc je ne vais vraiment pas me plaindre sur l'enfance que j'ai eue, même si c'est vrai que voilà, j'ai mal vécu le divorce de mes parents. Il y a bien pire sur cette terre, ça je le conçois parfaitement. Ensuite, je grandis, j'ai une adolescence turbulente et tourmentée. Je vais passer par tous les stades et par tous les styles, la grunge, la gothique, machin. Enfin, je vais vraiment
tester un petit peu de tout. Je vais pas avoir des super bonnes fréquentations. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis particulièrement attirée en début d'adolescence. Donc allez, je vais dire que j'ai 13 ans et demi, 14 ans. Clairement, on va pas se le cacher, je suis attirée par les mauvais garçons. J'aime bien les mecs qui font les gros durs, qui sont pas spécialement respectueux des femmes. Et je suis attirée par ce genre de mecs-là. Pourquoi? Aucune idée. Aucune idée, mais à ce moment-là, un garçon gentil, sympa, respectueux de la femme, respectueux de la famille, ça ne m'intéresse pas. Je n'éprouve absolument aucun plaisir à être avec quelqu'un qui est gentil avec moi. Ça me dérange même en fait. Je me rappelle avoir eu un pseudo petit ami avec qui ne s'était absolument rien passé, mais qui était mon pseudo petit ami à l'époque, où j'avais avoir 14 ans. Et il était arrivé chez moi, on pouvait aller au cinéma, je pense, il avait apporté un bouquet de fleurs à ma mère. Il était adorable. il m'appelait Mamour. Oh, putain. Et c'était l'enfer, réellement. Je détestais ça, quoi. Le fait qu'il ait apporté des fleurs et tout, qu'il soit gentil, qu'il soit mielleux, qu'il m'appelle Mamour. Ah non, je pouvais pas, c'était horrible, quoi. Ensuite, j'ai un copain pendant longtemps, très longtemps. C'est mon premier vrai petit copain. Je vais vous passer les détails, mais voilà, quelqu'un d'extrêmement jaloux, radical dans ses pensées. Je ne peux pas avoir d'amis garçons. Je ne suis pas autorisée à avoir certains types d'amis, donc j'ai dû faire une croix sur des amis que j'appréciais énormément à l'époque parce qu'elles ne correspondaient pas à la fille bien, et donc c'était des mauvaises influences pour moi. Ça a été très loin jusqu'au hors de question que tu portes un décolleté, hors de question que tu mettes une jupe. Et ça, j'ai vécu pendant 5 ans, on a habité ensemble pendant un bon nombre d'années, et clairement c'était une relation toxique. Et j'ai eu énormément de mal à sortir de cette relation, j'ai dû être suivie psychologiquement par une psychiatre pour sortir de cette relation toxique et néfaste. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, à ma sortie de la Star Academy, quand, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté que j'étais partie de chez moi à l'âge de 17 ans et demi, j'ai vécu dans sa famille, et j'ai pété un câble, j'étais dans un environnement qui était extrêmement malsain, et j'ai fait une tentative de suicide. J'ai fait une tentative de suicide où j'ai avalé une grosse dose de médicaments, et c'est ma maman n'ayant plus de nouvelles de moi et ayant reçu un message vocal inquiétant de ma part. Ouh, ça va commencer à être dur là. Ayant reçu un message inquiétant de ma part qui disait que ça n'allait pas du tout, elle s'est mise à me chercher et m'a retrouvée dans la famille du garçon chez qui je vivais, à moitié inconsciente. J'ai eu énormément de chance parce que comme j'étais complètement droguée, je n'ai pas dit ce que j'avais pris et j'ai apparemment minimisé les choses, donc j'ai dit que j'avais pris très peu de médicaments alors que j'en avais pris beaucoup. Oh fuck, j'avais dit que j'allais pas pleurer, merde. Elle m'a ramenée à la maison, le lendemain matin, je me suis réveillée et ça allait. J'avais pris, pour être plus précise, des anxiolytiques, donc contre la crise d'angoisse. Parce que je fais, depuis mon adolescence, des très très grosses crises d'angoisse. Oh putain, je savais pas que ça allait être si dur, bordel, c'est quand même dingue ça. Parler de ça, c'est hyper chaud. Hein. J'ai une peur de l'abandon qui est terrible. D'où le fait aussi, à mon avis, de rester avec des hommes qui avaient une emprise sur moi qui était très très forte. J'ai toujours eu peur d'être abandonnée et de me retrouver toute seule, donc je n'ai jamais su être seule non plus. C'est pour ça que j'ai toujours eu ce besoin d'être en relation avec quelqu'un. Je vais pas jeter la pierre à qui que ce soit et j'ai pas envie de mettre la faute sur quelqu'un.
Mais c'est vrai que dans mon enfance et dans mon adolescence, malheureusement, je n'ai pas une bonne image paternelle. Je n'ai jamais eu un bon exemple du couple. Et donc, je n'ai jamais réellement su me construire quand j'étais ado en tant que femme et en tant que personne dans une relation avec quelqu'un d'autre. Parce que je ne savais pas ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était tolérable, ce qui n'était pas tolérable. Bon, attention, hein, comme je vous le disais, il n'y a jamais eu de violence et de choses comme ça dans ma famille, mais il n'y avait pas une bonne image du couple, même au niveau de mes grands-parents paternels, par exemple, j'ai une très mauvaise image du couple. Et donc, revenons-en à nos moutons, je fais cette tentative de suicide, je me réveille le lendemain matin, et ma mère me pose 2 choix, soit tu rentres à l'hôpital, soit tu vas dans un centre pour jeunes. J'ai 18 ans hein, à ce moment-là, je suis déjà majeure. Hein. Et je choisis d'aller à l'hôpital, pourquoi? Parce que je sortais de la Star Academy, et que donc forcément j'avais pas envie d'être en contact avec d'autres jeunes qui pouvaient me reconnaître, j'avais pas envie que ça se sache, j'avais pas envie que ça sorte dans les médias. Donc je suis rentrée en hôpital psychiatrique pendant 2 mois. Parce que, voilà, il fallait être certain que je n'allais plus me faire du mal. Et que ça allait bien se passer. Donc c'est à ce moment-là qu'avec mes parents, enfin avec ma maman, on a décidé, quand je suis sortie de psychiatrie, que j'ai mon propre appartement. Donc j'ai loué mon premier appartement, j'ai repris le travail, parce que j'avais déjà commencé à travailler pour Clarins avant ma tentative. Donc j'ai repris mon travail, j'ai eu mon petit appartement. Il était normalement hors de question que je me remette avec le garçon avec qui j'étais. Finalement je l'ai quand même fait, et on a vécu ensemble jusqu'à mes 20 ans. La même chose, donc toujours j'étais suivie, mais en même temps je vivais un enfer dans mon quotidien. J'ai commencé à me scarifier les bras, particulièrement ce bras-ci, que je n'ai pas encore recouvert parce que voilà, bon, c'est pas des grosses marques, mais un jour je le recouvrirai peut-être d'un tatouage pour oublier cette partie-là de ma vie. Mais oui, j'ai commencé à me faire du mal physiquement parce que je souffrais tellement de la relation et dans laquelle j'étais que me faire mal me faisait du bien en fait. C'est très, enfin voilà, les jeunes qui me suivent et qui connaissent ce genre de choses savent ce que ça te fait. C'est la première fois que j'en parle, hein. Super chaud. Donc voilà, et puis finalement, un beau jour, j'ai décidé de me réveiller. J'ai décidé de me réveiller et j'ai dit stop. J'ai dit stop, je ne veux plus. Je ne veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus de cette relation-là. Je mérite beaucoup mieux. Et j'ai mis un terme à cette relation et je suis partie. Enfin, je l'ai foutu dehors. Parce qu'on était chez moi, j'avais mon appartement. Je l'ai mis dehors. J'ai réussi. J'ai vaincu, quoi. Et là, ça a été... waouh. J'avais jamais eu de liberté avant, j'étais jamais sortie en soirée, seule, avec des amis. Ça n'était jamais arrivé, j'étais jamais partie un week-end avec des copines. Je faisais rien avec des amis, j'étais vraiment comme ça dans cette relation, dans cette famille. Et ouf, putain, quoi, ça y est, je vivais, quoi. Donc là, j'ai fait les 400 coups. J'ai fait les 400 coups pendant... pas très longtemps, en fait. Pas très longtemps, pendant pendant même pas un an, en fait. Je dirais pendant 8 mois, j'ai fait les 400 coups. Je sortais tout le temps. Je bossais la semaine, mais je sortais quand même la semaine. J'allais en boîte de nuit, je m'éclatais, j'avais plein de potes. J'ai découvert ce qu'était Facebook, parce qu'évidemment, on pensait bien que je n'étais pas autorisée à avoir un compte Facebook. J'ai découvert ce que c'était les réseaux sociaux, donc j'ai retrouvé des gens avec qui j'étais amie avant, que j'ai revus. Enfin, bref, ça a été la folie pendant 8 mois. Je me suis bien amusée. Et puis j'ai rencontré le géniteur de ma fille. Alors, je vous le présente. 1m95, métis, super connu à Bruxelles. Toutes les filles le voulaient. Barman, monde de la nuit, hyper beau gosse, une tchatche incroyable, une aura incroyable. Je l'ai rencontré à mon boulot, à l'innovation, parce qu'il cherchait un parfum. Et je l'ai aidé à trouver son parfum. Et puis voilà,
On s'est mis ensemble et pour moi c'était tellement l'inverse de la relation dans laquelle je venais que je trouvais ça juste incroyable parce que... Et alors de nouveau, là c'est complètement n'importe quoi, mais comme j'avais pas du tout de repères, tout était permis. Permis dans le sens où se coucher à gauche, à droite n'était pas permis, on ne pouvait pas se tromper, mais on sortait chacun de notre côté, puis lui rentrait parfois à 8h du matin, puis parfois j'avais pas de nouvelles pendant 2 jours, et parfois il me disait ouais je vais bouffer avec une copine au resto, et je savais pas si c'était normal, si c'était bien, si c'était pas bien, si je devais accepter, si je pouvais pas accepter. Et de nouveau, en fait, n'ayant pas du tout de repères, j'ai tout accepté, j'ai tout laissé faire, et j'ai été beaucoup trop permissive, parce que je ne voulais plus être dans cette jalousie maladive et excessive que j'avais vécue avant, et donc j'ai tout accepté. Ce qui n'était pas bien non plus. Et puis un matin, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais, comme je pensais que c'était l'homme de ma vie, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, et comme je pensais que c'était l'homme de ma vie, moi je me suis dit, ça va être une bonne nouvelle, c'est pas grave, même si ça fait que 6 mois, on envisageait plein de choses ensemble, on avait des projets de voyage, on allait emménager ensemble, enfin voilà. Ça se passait vraiment bien. J'ai vite déchanté, puisque au moment où j'ai annoncé ma grossesse, ça a clairement été très mal reçu. Il m'a envoyé un message, il m'a répondu par message en me disant que il allait tenter d'être un bon père, mais il ne serait pas un bon mari. En gros, je te quitte. Et donc j'ai été larguée à l'annonce et abandonnée à l'annonce de ma grossesse. Il était hors de question pour moi que j'avorte, de 1 par principe, et puis de 2, j'étais dans un état d'esprit où je revivais un drame en fait. Je revivais un drame, et à ce moment-là je me suis dit, je ne veux plus jamais me mettre avec quelqu'un, je ne veux plus jamais avoir un homme dans ma vie, et je vais faire ma vie seule avec mon enfant et je serai très bien avec mon enfant. Maintenant, avec le recul et avec cet état d'esprit que je peux voir au loin, parce que j'ai le recul nécessaire pour comprendre quels étaient mes choix à ce moment-là, je me rends compte que j'ai fait un choix qui est extrêmement égoïste. J'ai choisi la solution de confort émotionnel pour moi. À aucun moment je n'ai pensé à mon enfant, à aucun moment je n'ai pensé à ce garçon à qui j'obligeais une grossesse et un enfant, alors qu'il n'en avait pas du tout envie. Il faut savoir qu'on avait 21 ans à ce moment-là. Et j'ai obligé quelqu'un à devenir père, même s'il a fait le choix par la suite de ne pas être présent dans notre vie. Je lui ai obligé. Je l'ai mis sur le fait accompli. Et c'est pas bien du tout ce que j'ai fait, c'est vraiment pas bien du tout. Et puis j'ai pas du tout pensé non plus à ce que ma fille allait penser plus tard, au manque que ma fille allait avoir, aux problèmes que ça allait occasionner chez mon enfant, à ces problèmes d'identité, savoir d'où elle vient, qui est son père, pourquoi elle n'a pas de père biologique, pourquoi il est parti, pourquoi il nous a abandonnés. À aucun moment je n'ai pensé à ça, et c'est une grosse erreur de ma part. Alors bien sûr... je ne regrette pas du tout d'avoir eu ma fille. Ma fille, c'est ma reine, c'est ma déesse, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée au monde, et ma fille m'a sauvée, ma fille m'a vraiment sauvée. Mais parfois ça me rend vraiment triste parce que c'est un choix égoïste que j'ai fait. Et parfois quand je vois les soucis qu'elle a, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis, putain... C'est pas gai de grandir comme ça, en ayant ces choses-là dans la tête. Je sais très bien à quel point moi j'ai très mal vécu le divorce de mes parents, et je me suis dit que jamais je n'allais faire vivre ce genre de choses à mes enfants. Et voilà que ma première grossesse était un drame, un peu une catastrophe à ce moment-là. Mes parents sont en panique totale, mon père le prend super mal, je me fais rejeter à mort par mon père pendant plusieurs mois. Heureusement, ma petite maman a toujours été à mes côtés et elle m'a vraiment aidée à chaque instant, elle a toujours été là. Elle a décoré la chambre de ma fille. Bon, j'avais aucun problème
technique par contre. J'étais indépendante, j'avais de l'argent, j'avais acheté mon propre appartement, j'avais un bel appartement de 110 mètres carrés avec 2 belles chambres, donc j'avais la possibilité de faire une belle chambre pour ma fille. J'avais aucune raison matérielle et financière de ne pas garder mon enfant. Et enceinte de 2 mois et demi, 3 mois, je vais à un festival de films, le FIF, à Namur, et je rencontre l'homme qui va devenir le père de mes 2 petits garçons. Donc je rencontre Loïc, que vous commencez tous un petit peu à connaître parce que voilà, vous nous voyez sur les réseaux sociaux, on est 2 familles extrêmement proches et on parle souvent l'un de l'autre. Je rencontre Loïc qui est encore aux études, il est à l'université, il a le même âge que moi et on tombe amoureux l'un de l'autre. Mais je suis enceinte. Et il vient d'une famille qui est super stricte, qui a vraiment des valeurs, voilà, c'est l'université, les études, le sport, c'est une très très chouette famille, mais avec un papa qui est très sévère. Et donc, je me mets en couple avec Loïc contre toute attente. À aucun moment, je me suis dit que j'allais me mettre en couple pendant ma grossesse. Jamais j'ai pensé à un truc pareil. Mais voilà, je pense c'est des choses qu'on ne choisit pas. Il y a des choses qui se passent dans la vie que tu choisis pas et tu choisis pas de tomber amoureux de quelqu'un. Et donc on reste ensemble toute notre grossesse en étant complètement cachés. Pas de ma famille, parce que ma famille savait que j'avais rencontré quelqu'un, mais sa famille à lui n'a pas du tout... Enfin, ils savent qu'il a une copine, mais ils savent pas du tout qu'elle est enceinte. Et d'ailleurs, des membres de sa famille vont me croiser à l'époque où je travaillais à l'Innovation Rue Neuve, enceinte, et vont aller le trouver en lui disant « Non mais attends, mais tu vas être papa, ta copine est enceinte, personne n'est au courant. » Et on était là, mais enfin oui, mais non, mais tu vois, je vois oui, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte de moi, elle est enceinte de son ex qui l'a larguée. Waouh, super, la meuf a l'air hyper clean dans sa vie. Ah, là t'arrives, t'as des bonnes casseroles accrochées à ton dos, quoi. Donc je suis un peu cachée à la famille et finalement, je rencontre sa famille après avoir accouché, sans mon bébé qui est chez ma maman à ce moment-là. Et ce n'est que 2-3 semaines plus tard qu'on va avouer à sa famille que j'ai un enfant. Qui n'a qu'un mois. Mais qui n'est pas l'enfant de Loïc. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Ça a été pas facile pour Loïc à vivre parce que son papa l'a pas du tout bien pris au début. Et c'est moi qui lui ai écrit une longue lettre en lui expliquant qu'à aucun moment je ne voulais que Loïc arrête ses études, que je voulais qu'il termine l'université, que je ne voulais pas qu'il subvienne aux besoins de mon enfant et à mes besoins, que j'avais un appartement, que j'avais un très bon travail, que j'avais de l'argent, et que je voulais que moi, le principal pour moi, c'était que Loïc termine ses études et qu'on verrait après. Il va terminer ses études, réussir l'université avec un master en sciences de la motricité avec haute distinction. Donc comme quoi tout est possible malgré la situation qui était compliquée à ce moment-là. Ensuite, ses parents ont totalement accepté la situation. Bella est devenue leur petite fille. Elle passe autant de temps chez eux que les autres petits-enfants et ils la considèrent vraiment comme leur petite fille. Et 2 ans plus tard, eh bien, on décide d'avoir James. J'avais pas envie que mes enfants aient beaucoup d'années d'écart et comme je voulais avoir plusieurs enfants, j'avais envie qu'ils aient ce lien que moi j'avais pas eu spécialement avec mes frères et sœurs quand j'étais plus petite, puisqu'ils étaient vraiment tout petits et moi j'étais déjà plus grande. Donc j'avais envie qu'il y ait ce lien particulier. James est né, on était absolument ravis, ça a été le bonheur. Et 2 ans plus tard, eh bien, on a appris la surprise du petit Judy qui allait arriver. Donc la grosse surprise, c'était pas prévu, mais ça a été un peu un choc au début. 3 enfants, ah ok, ça va être compliqué. Finalement, on a accepté la situation et on a géré comme il fallait qu'on gère. Judy, c'est le cadeau de Noël, quoi. Il est né le 28 décembre et ça a toujours été un petit peu notre cadeau de Noël, la surprise de Noël, on l'appelle.
Ah, ce petit Judy. Et voilà, et on a eu une très belle vie, tous ensemble, avec cette famille un petit peu hors norme et un petit peu particulière, mais on a eu une très très belle vie. Et puis malheureusement, eh bien, moi et Loïc, ça n'a plus été, comme dans beaucoup de couples. Parce qu'on s'est rencontrés très jeunes, parce qu'on a appris des chemins différents, parce qu'on n'avait plus les mêmes envies, parce qu'on n'avait plus... Il n'y avait plus. La flamme s'était malheureusement éteinte. Si je peux donner un conseil de par mon vécu, c'est de ne pas rester pour les enfants quand on est malheureux, de ne pas rester pour les qu'en dira-t-on familiaux, même si c'est dur à vivre. On n'a qu'une vie. Et on existe aussi en tant que femme, en fait. Nous ne sommes pas seulement des mères, nous ne sommes pas seulement des épouses, nous sommes des êtres humains avec nos sentiments, avec nos ressentis, avec nos émotions. Nous avons le droit d'être heureuses, nous avons le droit de refaire notre vie si nous ne sommes plus heureuses dans celle que nous vivons. Si vous êtes dans une situation qui vous fait du mal, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes plus heureuse, vous avez le droit de partir. Ce n'est pas mal de quitter son mari, ce n'est pas mal de refaire sa vie, même si vous avez des enfants. Et je peux vous garantir que vous avez beau cacher vos problèmes de couple au sein de la famille, les enfants le savent. Quand ça ne va pas, les enfants le savent. Les enfants le sentent, le ressentent, et ils vont peut-être faire semblant comme si de rien n'était, mais les enfants savent quand ça ne va pas. Et nos enfants n'ont jamais été aussi heureux que depuis que nous sommes séparés. J'ai raté mon mariage, très clairement, mais j'ai parfaitement réussi mon divorce. Ça a été dur au début, je vais pas vous le cacher, il n'y a aucun divorce qui est facile. Mais finalement, on l'a réussi tous les deux, et on est deux familles qui s'aiment d'un amour gigantesque. J'ai énormément de chance que mon ex-mari ait rencontré une femme qui est extraordinaire, Zazou, et qui m'a acceptée, qui a accepté mes enfants tout de suite. Ça n'a pas été difficile. Entre elle et moi, ça a été une évidence. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Ça a été une évidence. C'est une jeune femme qui est exceptionnelle et je suis tellement... Oh, merci Jésus, merci mon Dieu de l'avoir mis sur le chemin de mon ex-mari. Parce qu'ils vont parfaitement ensemble et elle est celle dont il a besoin. Ils ont eu maintenant une petite fille dont je m'occupe parfois, elle vient parfois à la maison, on fait des activités ensemble, on fait les anniversaires ensemble, et on est une belle et grande famille. C'est parfois très compliqué pour certaines personnes à imaginer, mais on s'aime tous énormément, et en fait on fait tout pour que les enfants soient heureux. On a mis les enfants avant toute chose, avant nos propres rancœurs, avant avant des émotions négatives, parce que oui, c'est vrai, Loïc et moi, on s'est fait du mal. On a fait des choses qui n'étaient pas bien du tout. Lorsqu'on était encore en couple, on a été irrespectueux l'un envers l'autre. On a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais clairement, ça nous a fait grandir. Ça nous a appris à ne plus commettre les mêmes erreurs dans nos relations futures. Et on a fait en sorte que ça fonctionne, que notre divorce fonctionne bien pour qu'on ait des enfants heureux et épanouis. Et en espérant que nos enfants inculquent les mêmes valeurs à leurs enfants. Parce que c'est ça le plus important. C'est que nos enfants, plus tard, puissent refaire la même chose, reproduire ce qu'ils ont vu. Parce que c'est de là que tout vient. On reproduit en fait ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu. La preuve, c'est que moi, mon début de vie, des relations malsaines, des relations toxiques, des séparations, tout ça, j'ai un peu refait ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'enfant. Je me suis bien rattrapée par la suite pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et puis, à partir du moment où je me suis séparée de Loïc, c'est vrai que j'ai cherché plusieurs fois à tomber sur la bonne personne. Malheureusement, je suis pas tombée tout de suite sur Simon. C'est dommage. J'aurais bien voulu tomber sur Simon juste après mon divorce. Mais voilà, j'ai eu du vécu et parfois quand je lis des commentaires, ah ben ça y est, elle nous voit un nouveau mec.
je me dis, mais en plus de la part de filles, de femmes, d'autres femmes qui me disent ça à moi, je me dis, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Qu'est-ce que t'en sais de ce que j'ai vécu? Qui te dit que le mec que je viens de larguer, c'était pas un connard de pervers narcissique qui me traitait de pute toutes les 2 secondes? Parce que c'est facile, hein, c'est facile de faire culpabiliser les filles quand elles larguent un mec et qu'elles trouvent quelqu'un d'autre, hein. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait, de ce que j'ai vécu? Si j'ai changé 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois... Bon, j'ai pas changé autant de fois, mais... Si j'ai changé de mec, c'est que c'était pas le bon. Si j'ai foutu un mec à la porte, c'est que c'était pas le bon. C'était pas celui qui me convenait. C'était pas celui avec qui je devais être. Et oui, j'essaie, et parfois je me gourre, comme tout le monde. Et tu peux pas savoir, avant de te mettre en couple avec quelqu'un, si c'est la bonne personne ou pas. Parce que tu vas pas savoir si c'est la bonne personne les premiers mois du temps où tu es avec cette personne-là. Pas du tout si c'est clair ce que je viens de dire. Mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir si c'est la bonne personne ou pas. Alors oui, non, je vais pas rester avec quelqu'un pour ne pas avoir de commentaires désagréables. Si je suis pas bien avec la personne avec qui je suis, je me barre, un point c'est tout. Que ça plaise à certains ou pas. Et ne vous inquiétez pas, mes enfants sont très très bien entourés, on fait les choses correctement, et j'ai appris à mes enfants qu'on ne reste pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et que quand ça ne va plus, on part. Mais on part bien, en faisant les choses de manière respectueuse, en étant respectueux de la personne qu'on quitte, et que ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas avec quelqu'un. Ce n'est pas grave d'avoir plusieurs relations. Vous devez arrêter de culpabiliser parce que vous avez eu 10, 15 mecs. Vous n'avez fait de mal à personne. Si vous avez été respectueuse avec la personne avec qui vous étiez et que vous avez fait les choses bien, vous ne devez avoir aucun remords. Et personne ne peut vous faire culpabiliser. Parce que vous n'avez qu'une vie. Et c'est votre vie qui compte. Et si vous avez envie de partir, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, si vous avez envie, peu importe vos envies, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit d'être une femme heureuse et épanouie. Et lorsque vous serez heureuse et épanouie, vos enfants le seront aussi. Je pense que c'est le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été compliqué de vous parler de tout ça à certains moments. Ça fait, on ressasse certaines choses. Mais j'avais envie de vous montrer que je suis comme vous en fait. Je suis quelqu'un de normal. C'est pas parce que j'ai des abonnés sur Instagram ou des abonnés sur YouTube que je suis quelqu'un de différent. Je suis une femme, une fille comme vous. J'ai eu des mecs. J'ai même eu une aventure avec une fille. Si vous vouliez tout savoir. Oui, je suis quelqu'un comme vous, je suis une personne normale, quoi. Je vais aux toilettes comme vous, hein. Je pleure, j'ai des moments tristes, j'ai des moments durs dans ma vie, j'ai des choses pas cool qui m'arrivent, parfois j'ai pas de thunes, parfois j'ai des problèmes, parfois je m'engueule. Je suis comme vous, je suis une personne normale. Je n'ai pas une vie qui est faite de strass et de paillettes. Je travaille, je trime pour arriver là où je veux être. Et je veux simplement que vous sachiez que je suis comme vous et que je vous accepte tel que vous êtes et que je vous aime très fort. C'était votre petite maman vautour. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Je vous aime très très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sans langue de bois. Ciao!